bonjour, nous sommes jeudi 29 avril. Allez, on espère qu'on se retrouve bientôt. Bon, on reprend notre cours. Donc, mardi, on a vu tout ce qui est des formes fixes. Hop, je passe tout ça. On a vu également comment on appelle donc les strophes à l'intérieur d'un poème avec les noms que ça porte, ce qui était déjà normalement un petit peu des révisions. Et donc aujourd'hui, on s'attaque aux vers. Donc on reprend la page 97. Donc on va voir un petit peu comment on compte les pieds avant de vous donner les noms. Donc un vers, on appelle ça, comme je vous disais, un métrin. C'est pour ça qu'on parle de métrique pour ces cours de versification. Donc versification métrique, c'est la même chose. Donc dans l'idée de rester dans cette métaphore du mètre, eh bien une syllabe de poésie, on appelle ça un pied. D'accord? C'est pour ça que vous me verrez utiliser le terme de pied, parce que les pieds, ce ne sont pas exactement des syllabes. Néanmoins, vous voyez que dans le nom qu'on va donner aux différentes longueurs de vers, on utilisera le mot syllabe qui est là. OK? Donc moi, je préfère vous habituer déjà au langage de la poésie du lycée. Donc on va tantôt utiliser le terme de syllabe, tantôt utiliser le terme de pied. Mais donc vous allez voir que une syllabe telle que vous avez l'habitude de le concevoir, c'est pas exactement un pied de poésie, hein. Voilà, donc alors comment est-ce qu'on compte les choses? Donc ici, on est page 97 de votre recueil. Si vous l'avez sous les yeux, c'est probablement plus confortable à lire que ce que je vous affiche. Donc, on vous dit un vers commence par une majuscule et finit par une rime et un retour à la ligne. Donc, dans la poésie classique, oui, il n'y a pas toujours de rime, comme vous le savez dans la poésie moderne. En tout cas, le vers commence par la majuscule et finit par le retour à la ligne. Tout à fait. Donc, le mètre est le nombre de syllabes du vers. Vous voyez, c'est la longueur du vers lui-même. Et syllabes, vous allez voir que ce n'est pas exactement des syllabes. Pour calculer ce nombre, il faut supprimer le E en fin de vers et en fin de mot si le mot suivant commence par une voyelle. Ça, j'ose espérer que vous savez déjà, mais on va voir dans des exemples précis pour ceux qui découvrent totalement la règle du décompte des syllabes ou pieds de poésie. Il faut savoir aussi que deux voyelles successives peuvent être prononcées en deux syllabes, lion, ce qu'on appelle une diérèse, ou en une seule syllabe, miel ou lion, ce qu'on appelle une synérèse. Alors, on fait une petite pause là-dessus. Pourquoi est-ce que je peux, dans ma poésie, dire lion ou lion? Donc tout simplement, si je suis un poète, je m'astreins, je me dis tiens, je commence mon sonnet, ce sera pour moi des alexandrins, donc 12 pieds, 12 syllabes. Ou bien, allez, pour moi, ce sera des décasyllabes, 10 pieds, 10 syllabes. En tout cas, une fois que j'ai choisi pour mes 14 vers de mon sonnet. J'ai plus le choix. Donc, je m'astreins à 10 pieds, admettons. C'est pas facile de rester exactement dans les 10 pieds. Donc j'ai des petites astuces. Je peux de temps en temps rajouter un petit « et » qui va me rajouter un pied, ou bien je peux enlever parfois un pronom personnel, on va dire ne me sens plus, ou au lieu de je ne me sens plus. On a des petites permissions comme ça en poésie, ce qui rend d'ailleurs la poésie parfois difficile à comprendre. Et on a aussi des latitudes, des marges de manœuvre avec les mots qui comprennent deux voyelles. Donc si, admettons, au bout de mon vers qui contient le mot lion, j'ai 9 pieds, 9 syllabes, eh bien je me dis ah ok, pas grave, j'ai lion, on le prononcera lion. Et hop là, ça m'en fait 10 tout d'un coup. On peut s'en ajouter une. D'accord? Donc si j'ai besoin, je peux décider qu'un mot qu'on prononce lion ou miel, ce qui fait que la majorité des cas, on appellera ça des synérèses, c'est-à-dire notre façon habituelle de prononcer lion et miel. Donc si je veux, je peux exagérer la distinction, dire lion, miel, et donc ce sont les diérèses, bien sûr, qu'on va remarquer et qui vont nous sembler très peu naturelles à l'oreille. Pour vous en souvenir, eh ben dans diérèse, il y a un bon exemple, c'est-à-dire qu'on ne dit pas diérèse, mais bien diérèse, en insistant un petit peu sur ce son-là. Vous voyez aussi que dans diérèse, on a di qui veut dire deux, et dans synérèse, on a sin qui veut dire, c'est comme dans synchronisation, ça veut dire ensemble. Donc la synérèse, ça veut dire qu'on prononce le son ensemble, miel, et la diérèse, on le prononce en deux, miel, lion. Donc ça, c'est très important. On va s'entraîner à compter les pieds ensemble, vous allez voir. Dès qu'on va avoir un pied en moins, on se dit, bon, alors soit j'ai oublié une syllabe, et si on compte, on recompte, et on se dit, mais non, je suis sûre d'en avoir bien que 9 ou que 11, alors qu'on en attendait 10 ou 12, eh bien on va regarder s'il n'y a pas un mot du type lion ou miel qu'on pourrait du coup couper en deux.
Et en fait, il y en a quand même pas mal dans la langue française finalement, donc on va retrouver les diérèses assez régulièrement. Donc sur la longueur du mètre, toutes les longueurs de vers sont possibles. On peut même avoir donc un vers monosyllabique avec une seule syllabe, hein, pourquoi pas un O, voilà, et jusqu'à 12 pieds. On ne fait pas plus que 12 pieds si on est dans des vers réguliers, bien sûr. Si on est dans des vers libres, c'est-à-dire on ne compte plus les pieds, ah bah alors là, on peut mettre des vers qui sont très longs, hein, pourquoi pas. Donc les vers, les mètres, hein, ça veut dire les longueurs de vers les plus utilisées sont les octosyllabes, avec 8 syllabes, et puis on a aussi énormément de décasyllabes et d'alexandrins. Alors ici, on vous dit, on n'a pas de pause dans l'octosyllabe. Pas de pause au milieu du vers, parce que comme c'est assez court, on peut lire le vers tout d'un coup. En revanche, dès qu'on est sur des vers un petit peu plus longs, comme le décasyllabe ou l'alexandrin, il est de bon ton, quand on est dans la poésie classique hyper rigoureuse, hyper codifiée, de faire une pause à peu près au milieu du vers. Pour l'alexandrin, je vais commencer par le plus simple, la césure, hein, ça veut dire donc couper, hein, c'est comme ciseaux. La césure, elle est en plein milieu, c'est-à-dire on va avoir 6 pieds, une virgule généralement, 6 autres pieds. Ou au moins, si on n'a pas la virgule, on peut faire une petite pause et s'arrêter au milieu du vers. Pour les décasyllabes, les maîtres de poésie, on va dire, ont décidé que la césure, c'est-à-dire la coupe, la pause, se ferait non pas au milieu, mais soit au bout de 4 pieds, soit au bout de 6. Donc un décasyllabe, il est découpé en 4-6 ou 6-4. On verra si on peut trouver des exemples qui vérifient ça. Et si vous êtes Victor Hugo et que vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol de toutes les règles, eh ben pour faire des pieds de nez à l'Académie française, vous faites votre césure à 5 pour faire 5-5. Et là, les gens, ils font « Oh, waouh, il s'est permis un truc, c'est fou, il a fait la césure à 5 pieds !» Bon, c'est toutes choses qui peuvent nous paraître totalement extraterrestres aujourd'hui. Alors ensuite, donc, les types de vers. On va vous parler beaucoup de l'alexandrin, donc le vers de 12 pieds, qui est franchement très, très, très répandu. Et donc lui, sa césure, elle peut être à la moitié du vers, comme je vous disais, ou même on peut avoir 2 césures, avec 4 pieds, 4 pieds, 4 pieds, donc 3 fois 4. Ensuite, on a aussi donc, dès qu'on se retrouve dans des choses un petit peu plus modernes, des vers qui vont être, avec des nombres impairs, donc 7 ou 9 syllabes. Honnêtement, n'apprenez pas heptasyllabes et énéasyllabes, franchement, on ne les prononce jamais. En général, on se contente de dire vers impair, ce qui est déjà quelque chose de fou et qui n'arrive qu'à la fin du 19e, et on va dire 9 syllabes ou 7 syllabes. Sinon, vous avez remarqué, ce sont les chiffres en grec, hein, qui sont écrits ici, et derrière, il y a le mot syllabe. Donc ceux qui ne connaissent pas tous les chiffres grecs, ça va vous permettre de les réviser. Donc je retourne au nom des pieds, du coup, au nom des vers, pardon. Donc le vers de 6 pieds, on va l'appeler hexasyllabe. 7 pieds, donc hepta, comme vous l'avez vu, hein, parce que hexa c'est 6, hepta c'est 7, octosyllabe pour 8, énéa c'est 9 en grec, donc énéasyllabe pour 9, déca pour 10, comme dans Décathlon, et alexandrin, donc là c'est une référence à Alexandre le Grand, alexandrin, 12 pieds, donc là on n'a pas le mot 12 grec à l'origine de ce vers-là. Alors, comment est-ce qu'on compte maintenant? Parce que c'est bien beau de savoir donc le nom que portent ces vers, mais encore faut-il compter. Oui, ce que je voulais aussi que vous ne confondiez pas, quand je vous dirais, tiens alors, quel est le nom de cette strophe à 6 vers? Alors attention, il ne faudra pas dire hexasyllabe, non, non, non. La strophe à 6 vers, c'est le sisin, et à l'intérieur, le sisin peut être composé de vers qui ont 6 pieds, par exemple, hexasyllabe. D'accord? Donc on peut avoir un sisin d'hexasyllabe, un sisin de décasyllabe, un quatrain d'alexandrin, etc. Donc attention à ne pas confondre le nom des strophes avec le nom des vers. Le nom des strophes d'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus facile évidemment de compter le nombre de vers dans la strophe. Ça se voit à l'œil nu, alors que compter le nombre de pieds, ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc on va revenir sur cette histoire de E muet que vous avez... non, pardon, je ne sais plus où c'est. Oh là là, je suis perdue dans mes photocopies, excusez-moi. Voilà, si c'est là. Donc on vous dit ici, pour calculer ce nombre de pieds, donc de syllabes, il faut supprimer le E en fin de vers, et en fin de mot s'il est suivi par une voyelle. Alors vous allez voir que c'est extrêmement logique, ça suit la prononciation que nous aurions, nous, en temps normal. Donc je vous mets un petit extrait ici de la Balade à la Lune de Musset, et donc on va le reprendre d'ailleurs en exercice. Alors, Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil.
vous voyez bien que ça ne nous viendrait pas à l'idée de lire «Lune, quel esprit sombre!» C'est quand même abominable. Donc à la fin du vers, tous les E vont flotter. Dans l'air, ça veut dire qu'on ne les prononce que très légèrement. Donc ce qu'on appelle le E muet, c'est le E qu'on laisse flotter dans l'air. En réalité, ça n'est pas peut-être l'idée que vous avez d'un E muet. Alors si je peux trouver un E muet là dans ce que j'ai écrit. Admettons, j'écris le mot, joli ici. Le E là ne se prononce pas du tout. Alors c'est pas ça qu'on appelle un E muet. Ça en fait on l'appelle même pas, on n'en parle même pas. Ce E ne se prononce pas, hop, il n'existe pas. Le E muet, enfin, si je pouvais changer les choses, je l'appellerais le E léger. Parce qu'en réalité, il n'est pas muet. On le prononce, mais on doit le prononcer très légèrement. C'est ce que j'appelle le E flottant. Il doit le flotter légèrement. Donc ici, on a un E muet qu'on va donc laisser flotter. Ici aussi, parce que ce que dit la règle, c'est que quand le E est suivi d'une voyelle, on doit le laisser flotter et même le laisser s'englober dans la voyelle qui suit. Pourquoi? Jamais on ne dirait «Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil». Vous sentez comme ce serait abominable. On va dire tout naturellement «promène au bout d'un fil». Et donc c'est tout naturellement qu'on va scander les syllabes pro, mais, no. Et donc ici, on a une seule et même syllabe. Dans le vers suivant, dans l'ombre, même chose, un E au bout du vers, on va le laisser flotter et l'ombre va compter comme une seule syllabe, un seul pied. Et ici également, ta face, c'est ton profil. Là, j'insiste, hein, c'est ta face, c'est pas comme ça qu'on lirait, mais ici, on a bien un seul pied, ton profil, 3 pieds derrière. C'est pourquoi vous voyez que je parle de pied, parce que, bien évidemment, ça s'appelle une syllabe en français, hein, ça s'appelle une autre syllabe. Ici, on a bien 2 syllabes, mais en poésie, on appellera ça un seul pied. Ou une seule syllabe de poésie, si vous préférez, mais c'est vraiment pour ça que je préfère utiliser le mot pied. Donc, ici, vous voyez que j'ai mis un E en majuscule. Celui-ci, il obéit à une autre règle. Vous voyez qu'il y a une consonne derrière lui. Donc, quand il y a une consonne derrière lui, on doit le prononcer. Et il va représenter lui-même un pied. On doit le prononcer, mais c'est pas pour ça qu'on doit appuyer dessus comme des fous et lire «Lune, quel esprit sombre!» ce qui serait également horrible. Par contre, on doit tout de même l'entendre dans le rythme. Donc si je claque un peu dans les doigts, on aurait «Lune, quel esprit sombre!» Donc vous voyez, sombre en un seul pied. «Promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil». D'accord? Donc le lune ne doit pas être trop appuyé, mais néanmoins, on doit absolument l'entendre pour avoir cette alternance 6, 6, 2 et 6. Maintenant, je le relis sans claquer dans les doigts, mais vous devez normalement continuer à entendre le rythme. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil? Vous voyez? Il y a aussi une chose qui nous aide grandement à nous arrêter sur le E, c'est la virgule qui est là. Alors elle ne sera pas toujours là derrière le E suivi d'une consonne évidemment, hein, ça ce serait trop beau. Voilà, donc dans le cours ici, je rappelle, E muet suivi d'une consonne se prononce et forme un pied à lui tout seul, hein, donc l'une, voilà, le ne forme un pied à lui tout seul. Et donc c'est ce E muet qui, en réalité, n'est pas muet, mais léger, on va dire, sur lequel là, on va appuyer. Et par contre, le E muet suivi d'une voyelle ou en fin de vers ne se prononce pas, on le laisse flotter dans l'air. Là, je vous rappelle donc ce que c'est que la diérèse, et je vous donne donc un exemple d'ailleurs d'un poème qu'on va revoir derrière. Alors, on va donc s'entraîner à découper les vers juste après. Sur la disposition des rimes, il y a plusieurs choses à savoir sur les rimes. Donc, il y a une question de disposition et une question de qualité. Donc, la disposition, c'est comment elles sont réparties sur la page. Donc, il y a des rimes suivies, croisées, embrassées. Alors là, franchement, vous avez ici le schéma rimique, comme ils disent, mais c'est quand même beaucoup mieux d'aller le voir directement sur un poème. Ici, je vous affiche le poème Correspondance de Baudelaire. Donc, vous voyez, on a pilier, symbole, parole, symbole, familier. Ensuite, confonde avec réponde, unité, clarté. Donc, quand un vers suit ce schéma, donc ça c'est la rime A, la rime B, la rime B, la rime A, on appelle ça un schéma embrassé. Donc, c'est pourquoi vous allez avoir ici, vous voyez, voilà,
Les rimes sont embrassées lorsque les rimes A encadrent les rimes B. Donc c'est ce schéma ABBA qu'on vous met ici en ligne, mais qui en réalité se comprendrait mieux en colonne, hein. Donc on a A et A ici et B au milieu. Ensuite, un autre schéma possible, en sang et sans. Alors en réalité, c'est en sang et sens, hein, c'est pas une rime parfaite là chez Baudelaire. Ces deux rimes-là, elles se suivent. On appelle donc ça des rimes suivies ou des rimes plates. Donc on a AA et en général BB derrière. Bon là, elle termine le poème. Et puis ici, on a l'autre modèle, enfant, prairie, triomphant, infini. Donc on va avoir le schéma A, B, A, B, c'est les rimes qu'on va appeler croisées. Donc ici, vous avez tout le schéma, si ce n'est que juste qu'on vous met les schémas à plat, mais donc A, A, B, B, donc rime plate ou suivi. Ici, on ne vous dit pas suivi, mais c'est peut-être quand même le plus simple puisqu'elles se suivent justement. Le schéma AB, AB, donc alterné, ce sont des rimes croisées. Et enfin, embrassé, je vous rappelle, c'est embrassé pas comme un baiser, mais embrassé comme les rimes A qui tiendraient dans leurs bras au milieu les rimes B. Hein, le mot embrasser est ici sur son sens étymologique avec les bras. Donc voilà pour la définition. Ensuite, bon, j'ai quand même souligné ça, les rimes peuvent être féminines ou masculines. Alors franchement, c'est très, c'est un petit peu poussé loin, vous en aurez surtout besoin pour le lycée et encore. On appelle rimes féminines les rimes qui se terminent par un E muet. C'est ce fameux E flottant, par exemple, donc sombre et ombre sont des rimes féminines. Voilà. Ça n'a aucun intérêt de le savoir, si ce n'est que plus le poème est classique, donc ça veut dire qu'on est antérieur au 19e siècle, hein, là où les carcans explosent, plus le poème est classique, plus il est codifié, et on codifiait même l'alternance des rimes féminines et masculines. C'est pour vous dire que la poésie, c'était vraiment un travail d'orfèvre. Alors, par contre, ce qui est indispensable à savoir, c'est pas les rimes féminines et masculines, mais c'est la qualité des rimes, pauvre, riche et suffisante. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ça dans un autre ordre. Oui, c'est ça, pauvre, suffisante, riche, c'est ce que j'ai écrit. Donc, voilà. Alors, la rime a différentes qualités. Une rime est pauvre lorsque seul le dernier son ou la dernière voyelle rime. On dit qu'elle est suffisante quand deux sons sont en commun. Et on dit qu'elle est riche quand il y a au moins trois sons en commun. D'accord? Donc un son, c'est pauvre. Deux, suffisant. Trois ou plus, c'est riche. Après, je vais vous montrer ce qu'on appelle des sons en poésie parce que c'est pas toujours évident. Ensuite, on vous dit si on a l'impression d'avoir comme des rimes à l'intérieur du vers. On en a déjà parlé ensemble dans la figure de style. Donc les assonances et les allitérations. Assonance, donc c'est quand des voyelles sont répétées et allitération des consonnes, mais ça c'est vraiment à l'intérieur du vers et non pas bien sûr justement à la rime. Alors on va voir un petit peu la qualité des rimes. On va changer de poème. C'est encore du Baudelaire. Alors ici, on a ma sœur et douceur. Hop. Donc je vais mettre ici ce qui rime en jaune. Donc vous pourriez dire sœur, sœur, on a combien de sons en fait là-dedans? On n'en a qu'un, sœur? Non. Alors comment est-ce qu'on compte les sons en poésie? On les compte comme en classe de CP quand on se demandait quels sons faisaient quelle lettre. Donc ici, eh bien oui, mesdames et messieurs, nous avons des rimes riches, 3 sons en commun. Alors comment est-ce que je compte mes 3 sons? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Sœur, donc ma sœur, douceur. Dans sœur, on a 3 sons en commun. Donc, je vous disais, comme en CP. Donc, on a le son S, produit par la lettre S ou C. On a le son E, qui est produit là par les voyelles. Et on a enfin la consonne finale R. Donc, S, E, R. Ça nous fait 3 sons communs. Voilà comment on compte les rimes. Donc, douceur et sœur, c'est une rime riche. Ensuite, on va regarder loisir et mourir. Donc, qu'est-ce qui rime? Juste ir, puisque avant ir, on a soit un R, soit un S, hein, donc on ne peut pas dire qu'il y a plus de sons que ça en commun. Donc là, il y en a combien? Il y en a 2. I, R. Ça nous fait donc des rimes suffisantes. Alors, ensemble et ressemble, c'est la même racine de mots. Donc là, on a s, en, le. 4 sons communs. Non, même, pardon, 5. On a s, non, 4, c'est ça. S, en, le. 4 sons communs pour ensemble et ressemble. Donc là, des rimes on ne peut plus riches. Mouillé, brouillé. Alors ça, c'est intéressant aussi. Baudelaire est quand même un champion des rimes, hein, vous allez le remarquer. Donc là, on a houillé qui se
qui rime. Donc qu'est-ce qu'on a comme son? On a le son OU, I. Alors est-ce qu'on compte OU, I, et ou I, et? Eh ben, dans mouiller, on n'entend pas de I, hein, ni dans brouiller. Donc on va compter OU, I, et. 3 sons qui riment. Qu'on pourrait coder, OU, Y, hein, le son IE et le son E. OK? Donc voilà, c'est comme ça qu'on compte en poésie, ce qui fait que vous allez voir, il y a énormément de rimes riches un petit peu partout dans les poésies que je vous ai sélectionnées évidemment, puisque ce sont quand même des grands noms de la poésie. Ce qui ne vous empêchera pas, vous, quand on écrira des poésies un petit peu plus tard, de faire des rimes à un son qui rime, c'est déjà pas mal. Voilà, alors, on est arrivé au bout du cours, donc ici vous avez tout vu. Alors pour demain, vous allez donc devoir apprendre tout ça. Donc quand je dis apprendre, tout ça, alors petite question d'organisation. Vous pouvez, si vous êtes, à fond dans votre exposé parce que vous ne vous y êtes pas forcément pris très, très en avance, vous pouvez, reléguer toutes ces histoires de poésie à la semaine où on va se retrouver. Parce que quand on sera en classe, on écoutera les exposés. Donc du coup, à la maison, vous n'aurez pas d'autre travail que éventuellement, bah, justement de réapprendre ces notions. Et puis je vous donnerai aussi, de l'entraînement parce que ces histoires de E muet, le découpage des pieds, c'est pas évident. Or, on en a besoin à la fois pour analyser les poèmes et puis pour vous quand vous en écrirez un, parce que ça viendra aussi bien sûr sur cette séquence-là. Voilà, je vous donnerai des papiers avec des poèmes sur ces papiers et vous pourrez découper au crayon, comme on voit là, j'ai mis mes petites barres. C'est quand même beaucoup plus simple de faire ça sur une feuille avec un crayon qu'en numérique. Donc on aura tout le temps du coup de faire ça en parallèle des exposés. Ce sera votre travail de la semaine pendant qu'on écoute en classe les exposés des uns et des autres. Voilà, et bien du coup, très bonne journée et on se retrouve demain normalement pour la dernière vidéo de la semaine. Allez, à bientôt!